Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vous amène dans une information capitale qui va vous aider à mieux comprendre ce qui se passe actuellement dans le marché de l'intelligence artificielle, notamment sur deux aspects, le recrutement et les formations. Au niveau du recrutement, aujourd'hui, il y a un certain nombre de postes que vous pouvez occuper et qui vous permettent de gagner votre vie beaucoup plus largement que la moyenne. Et quand je parle de chiffres ici, de gagner, c'est-à-dire un minimum, à plus de 100 000 € l'année, à 100 K, l'année minimum. Pourquoi? Si effectivement vous y arrivez à intégrer ce que je m'apprête à vous dire par la suite. Donc ça, c'est l'aspect recrutement. Maintenant, le second volet va porter sur la formation pour effectivement, se donner les moyens pour y arriver. Alors avant de continuer, récemment, j'ai été contacté par une entreprise, anglaise, une grande multinationale anglaise dans le numérique, je dirais pas le nom évidemment, qui m'a proposé un salaire dans cette fourchette-là, donc à plus de 100 K l'année et c'était intéressant en fait. Bon après je n'étais pas étonné, hein, donc je suis au courant des chiffres, compte tenu de mon poste, sur l'intelligence artificielle. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas pour la toute première fois, ici, je rappelle que je suis ingénieur IA et au quotidien, je travaille sur tous les aspects, autour de l'IA, les grands modèles de langage, la mise sur pied des agents intelligents. J'en ai créé d'ailleurs mon propre agent intelligent qui pour l'instant est en cours d'étude auprès d'un certain nombre de grandes entreprises. J'ai présenté le projet auprès de la direction interministérielle du numérique, voilà, de l'État. Et donc, au quotidien, bien sûr, j'améliore effectivement les capacités de cet agent intelligent. J'en parlerai, enfin, j'en ai déjà parlé à peu près dans d'autres vidéos, mais aujourd'hui, on va rester plutôt sur effectivement le sujet principal. Comment gagner plus de 100 000 € en tant que salarié? Bien sûr, je précise bien sur l'aspect salarié dans le domaine de l'intelligence artificielle et quelles sont les voies et moyens ou les compétences à avoir. Alors, c'est surtout ça qu'il faudrait retenir dans cette vidéo, les compétences à avoir. Gagner de l'argent, ce n'est qu'une conséquence de vos compétences, de vos skills, de ce que vous pouvez apporter à une boîte, à une entreprise donnée. Alors, mon, le poste sur lequel j'interviens, donc, c'est l'ingénierie. Alors, ingénieur IA. Alors, dans ce mot, effectivement, il y a plusieurs sous-postes. Vous pouvez être ingénieur IA, vous pouvez être la personne qui va s'occuper de penser l'architecture, du système en tant qu'architecte. Vous pouvez être un développeur également, hein, un développeur senior, d'accord? Ça également, c'est à préciser. Et puis après, il y a d'autres postes de, de chef de projet, effectivement. Donc, vous pouvez suivre le projet de bout en bout, votre capacité à comprendre l'ensemble du projet de bout en bout et de le piloter. Donc, entre autres, il y en a bien sûr d'autres dénominations de postes, mais restons pour l'heure déjà avec ces postes en question. Et l'ingénieur IA, justement, les plus qualifiés, et pour les postes pour lesquels on vous propose plus de 100 000 € l'année, il faudrait au fur et à mesure acquérir une vision d'ensemble de tout le projet. Et bah, effectivement, pour revenir à, à mon histoire personnelle que récemment j'ai vécue, dans un entretien, on m'a effectivement proposé, dans un premier temps, donc j'ai effectué 3 entretiens. Et la première fois, c'était d'abord une prise de référence, effectivement, pour vérifier si ce que vous dites est vrai. Je pense que à ce niveau-là, vous vous doutez bien que si on doit vous proposer un poste de plus de 100 K l'année, effectivement, vos références vont être vraiment vérifiées. Il y a aussi l'aspect des certifications, d'accord, qui aide à vous donner plus de crédibilité, des certifications sur les environnements techniques
effectivement pour le cloud, donc les 3 géants AWS, GCP et Microsoft, Azure. OK? Il y a aussi effectivement vos connaissances, sur tout ce qui est développement. En quel langage, vous développez effectivement donc tout ce qui est Java, Python, C, C++, et cetera. Enfin bref, c'est avoir une faculté de démontrer sa pensée algorithmique. C'est ce que l'on recherche précisément ici, parce que vous aurez bien compris que aujourd'hui avec les IA, on peut rapidement développer des systèmes très riches en code en fait, écrit du code beaucoup plus facilement qu'avant. Donc les solutions telles que Claude Code, Codex, Cursor, chez Mistral également. Ces solutions-là, on sait très bien que ce sont donc des agents coding qui vous permettent de rapidement écrire du code. Mais ce que l'on recherche, ce n'est pas écrire du code pour du code en fait. C'est écrire du code en fait qui va faire sens dans le cadre de métier qui vous sera donné. D'accord? C'est savoir si vous êtes en capacité de comprendre le business model de l'entreprise. D'accord? Ça, c'est très important. Le business model de l'entreprise qui va vous embaucher ou qui essaye de vous embaucher et de donner de la valeur à cette entreprise en utilisant justement les solutions d'intelligence artificielle. Donc, c'est-à-dire que vous êtes cette personne-là que l'entreprise recherche. Donc, l'entreprise ici recherche en fait, donc, au niveau de l'entreprise, on recherche quelqu'un qui va faire quoi? Qui va comprendre l'aspect business model, qui va, avec ses connaissances, son, son parcours académique, effectivement son parcours professionnel, bref, tout l'ensemble de ces compétences, effectivement, combiné à de l'IA, aux outils IA, alors pas que de l'IA, hein, effectivement, puisque aujourd'hui c'est quand même le mot référence, mais à l'ensemble de tous les outils nécessaires à sa disposition pour créer quoi? Pour créer plus de valeur, de value à l'entreprise. L'entreprise recherche la valeur. Voilà. Une entreprise n'en a rien à cirer que vous utilisez l'IA ou pas. Aujourd'hui, c'est l'IA comme game changer. Donc, c'est la raison pour laquelle on utilise beaucoup plus l'IA. Mais demain, ce sera une autre technologie, comme ça a été le cloud ou la blockchain, etc. Tout ce qui importe l'entreprise, c'est que vous partiez de son business model et vous rajoutez de la valeur. Et après, libre à vous maintenant d'utiliser des voies et moyens variés, et bien sûr en respectant le business model de l'entreprise et les lois, les conditions pour apporter plus de valeur. Voilà ce qu'une entreprise recherche. Et donc, dans le cadre de- du recrutement que j'ai eu la fois passée, il y a 2 mois à peu près, c'est que on m'a soumis effectivement un cas d'étude, d'accord? On va vous donner ce qu'on a. Bon, vous allez avoir des cas d'études pour tester votre capacité à apporter cette valeur-là, en fait. Évidemment que vous pouvez vous servir même de l'IA, c'est pas ça le problème généralement. On peut même vous donner un cas d'étude en vous disant, vous pouvez utiliser de l'IA pour y arriver. Mais ce qu'on voudrait voir en sortie, c'est votre capacité à réfléchir, la réflexion. D'accord? Ça, c'est vraiment la capacité essentielle. D'accord? Et aujourd'hui, beaucoup d'entreprises, enfin beaucoup de personnes auprès des entreprises ne savent pas, après étude ou capacité à restituer une information, beaucoup de personnes en fait n'ont pas cette idée de clairvoyance de se dire, je dois me mettre dans la position de l'entreprise pour juger si oui ou pas ce que je dis fait sens pour l'entreprise.
Si ce que je dis ne fait pas totalement sens pour l'entreprise, n'entre pas en compte dans ses besoins business, c'est comme faire une dissertation et être hors sujet. Donc, il faut vraiment prêter attention à cette partie-là. Et, et bien sûr, on veut aussi voir dans votre restitution de connaissances, dans votre capacité à réfléchir, comment vous articulez le système de manière générale pour apporter de la valeur. Dans le cas de ce que j'ai vécu dernièrement, c'était de proposer en fait une architecture de bout en bout qui permettra en fait à l'entreprise en question de, de faire du monitoring en fait de tout ce qui est surveillance en fait des métriques, amélioration des métriques et proposition également des problématiques qui pourraient arriver dans des environnements très critiques si les utilisateurs avaient des soucis, etc. Et il fallait donc proposer une architecture globale qui allait justement faire du monitoring autour de ces aspects-là. Et moi, j'ai utilisé Claude Code, d'ailleurs, et ce que j'avais montré à l'entreprise en question. J'avais utilisé Claude Code pour designer l'architecture et proposer justement un ensemble de briques nécessaires pour l'amélioration du système d'information de l'entreprise en question. Donc, c'est vraiment ce que l'on recherche quand vous postulez ou bien lorsqu'on vous appelle dans des postes comme ça aussi exigeants. J'avais été contacté sur LinkedIn. D'ailleurs, aussi, mettez votre profil à jour sur des réseaux sociaux, enfin, les réseaux sociaux professionnels, bien sûr, j'entends, tels que LinkedIn, et commentez, proposez effectivement des idées nouvelles. Ne faites pas uniquement du copier-coller, même si vous pouvez utiliser l'IA, mais c'est surtout apporter votre vision de ce que vous pensez réellement dans votre cadre d'activité. C'est ce que l'on veut, c'est ce qu'on recherche en fait. En fait, il faut être authentique, d'accord? On recherche de l'authenticité. Donc, c'est un poste qui a été vraiment très intéressant et d'ailleurs, la solution que j'ai proposée était vraiment satisfaisante pour les recruteurs en face. Et, mais in fine, je n'ai pas accepté ce poste. Pourquoi? Parce que je travaille sur beaucoup plus gros que celui-là. Je vous disais que actuellement, donc j'ai cet agent intelligent que je suis en train de déployer au fur et à mesure, qui a été présenté auprès de la direction interministérielle du ministère, enfin de l'État. Et aujourd'hui, par exemple, avec l'ensemble des connaissances que j'ai pu acquérir dans ce projet, j'ai pu en fait regrouper, et de mes expériences passées, tout un tas de connaissances de manière rétrospective pour vous permettre de mieux parfaire votre parcours professionnel, l'ensemble des skills qu'il faudra avoir pour avoir le niveau requis de quelqu'un que l'on pourrait appeler demain dans un poste d'ingénieur IA pour concevoir une architecture complète et mettre sur pied un système de manière globale. Et au quotidien, vous vous en doutez bien que pour développer ce type d'agent intelligent, ça prend énormément de temps. Et c'est aussi la raison pour laquelle je n'ai pas accepté le poste que je vous ai décrit tout à l'heure en question, parce que tous les jours, je dois intégrer de nouvelles fonctionnalités, proposer des nouvelles manières de traiter la donnée. Pour précision, mon outil est beaucoup plus puissant qu'un ChatGPT ou qu'un Claude. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que j'utilise massivement et de manière intensive toutes les données de l'État français. Je précise bien. Pour que pour que ce soit très bien clair et pour que mon propos soit bien précis. Quand je dis toutes les données de l'État français, c'est toutes les données sur toutes les plateformes que l'État français met à disposition du public. En particulier, par exemple, la plateforme DataGouv, vous voyez bien qu'il y a massivement euh, toutes les données que l'État nous met à disposition, les jeux de données, les appels API, les organisations, etc. Et ce qui est bien justement aujourd'hui avec l'arrivée des LLM, des grands modèles de langage, et de l'écosystème côté, par exemple, anthropique que j'utilise vraiment à fond,
Donc, Anthropic, le SDK, le Software Development Kit d'Anthropic, qui pour moi est l'un des plus avancés, si ce n'est le plus avancé, et parce que c'est très bien fait de manière détaillée pour des architectes, des développeurs et ceux qui veulent vraiment exploiter la donnée de manière plus minutieuse. Et donc, mon système en particulier, justement, grâce à mes connaissances, à mes compétences, j'ai pu arriver à un modèle beaucoup plus avancé au niveau de la précision des sources de données, d'accord? De, de, de- D'apporter réellement à chaque fois, lorsqu'il y a une question à poser par l'utilisateur, d'apporter ce que un ChatGPT ou un Claude ne fait pas systématiquement. Parce que c'est un agent intelligent qui a été basé sur son aspect de penser d'abord via un plan d'action, comme ici. Donc, comprendre ce que l'utilisateur demande et ensuite dérouler ce plan et après maintenant synthétiser, comme un Claude Code par exemple. À la seule différence près ici, c'est que nous sommes dans des, de l'apport de la valeur sur un cadre bien particulier concernant toutes les démarches administratives françaises qu'un citoyen pourrait effectuer dans sa vie ou solliciter à un moment donné de son parcours de vie, tout simplement. Donc, pour un permis de conduire, par exemple, ici, un renouvellement d'une carte d'identité, une déclaration de revenus, une carte grise par exemple, comment je fais pour immatriculer un véhicule d'occasion, un changement d'adresse de carte grise, une aide et allocation, d'accord? Suis-je éligible au RSA, enfin simuler mes appels, etc. Enfin bref, à partir du moment où votre question va entrer en ligne de compte avec une demande administrative ou, ou à savoir, par exemple, je précise bien parce que il y a beaucoup de choses derrière encore que je ne suis pas en train de vous dire, mais c'est pourquoi j'essaye d'être le plus précis possible. Ou à partir du moment où vous allez demander, donc bref, petite parenthèse, à partir du moment où vous allez demander une loi juridique ou comprendre une législation en France, quelle que soit votre demande, mais dès le moment où cette demande entre en ligne de compte avec une démarche à effectuer auprès d'un service public en France, bah, l'agent intelligent, effectivement, est plus efficace, efficient qu'un ChatGPT ou qu'un Claude également. Parce que les données que j'utilise, comme je vous ai dit en entrée, ce sont des données qui proviennent de l'État, de toute l'administration française. Donc, mettre ceci sur pied, ça demande énormément de travail, mais énormément de travail, c'est un travail structuré. Et ce travail structuré, ça tombe bien, et comme je suis gentil, j'ai structuré l'ensemble des thèmes principaux qui vous aideront, si vous souhaitez vous également, à créer votre propre agent intelligent dans votre cadre de métier précis ou dans un domaine qui vous intéresse. Quelles sont les notions à comprendre et à maîtriser? Effectivement, alors on va prendre déjà, comprendre ce que c'est qu'un LLM, ok? J'en ai déjà fait étalage là-dessus. Votre premier appel à l'API, donc vous allez par exemple, si vous utilisez évidemment un modèle propriétaire, je suppose que vous n'avez peut-être pas assez de moyens pour créer votre propre modèle propriétaire, votre propre, enfin, l'équivalent d'un ChatGPT ou l'équivalent d'un Claude. Il vous faut énormément beaucoup de ressources financières et de calculs puissants pour y arriver. Donc, dans un premier temps, vous allez premièrement exploiter le SDK d'un modèle propriétaire. Mais ceci dit, la logique agentique, justement, et les entreprises se lancent là-dessus, c'est comment utiliser les modèles propriétaires, les Claude Opus, Claude Sonnet, etc., pour apporter de la valeur dans leur périmètre précis. Donc, tout le monde ne va pas créer son propre modèle propriétaire, mais ceci dit, la valeur va se retrouver toujours dans l'aspect de comment vous orchestrez les modèles propriétaires pour apporter de la valeur dans votre métier. C'est ce que l'entreprise recherche en fait. Voilà. Donc, comment on fait appel à un modèle propriétaire pour
avoir justement des réponses précises. Le tool calling, en gros, comment, donc dans la logique agentique, un LLM, c'est quoi? Vous avez ici, donc, un agent intelligent, c'est quoi? Dans la logique agentique, c'est tout simplement un LLM plus un ensemble d'outils que le LLM appelle en permanence. Donc, le LLM, lorsque l'utilisateur, le user pose sa question, le LLM, donc qui est le moteur de pensée, récupère cette question, réfléchit, entre guillemets, comprend ce que l'utilisateur souhaite et après fait un appel à un outil que vous aurez mis à disposition pour réaliser la tâche de l'utilisateur. Mais ça ne s'arrête pas là puisque c'est un premier outil, donc c'est une première étape. L'outil envoie la réponse de travail effectuée au LLM. Le LLM en retour va décider est-ce que je m'arrête là, donc auquel cas j'apporte la réponse finale à l'utilisateur. Mais si le LLM décide que ce n'était qu'une partie du travail qui a été effectué, le LLM en retour va faire appel à un second outil. Donc outil 2, outil 1. Ensuite, l'outil 2 va travailler de même et ensuite, en retour, renvoyer, comme tout à l'heure, pour le premier outil, sa part de réponse au LLM. Et le LLM en retour va décider est-ce que la réponse est complète ou pas. Si la réponse est complète, on renvoie la réponse à l'utilisateur. Et si la réponse n'est pas complète, on repart pour un autre tour, etc. Donc, c'est pourquoi un agent intelligent, c'est un LLM plus un ensemble d'outils. Mais pour mettre sur pied cette boucle d'itération, c'est ce que justement j'ai regroupé dans tous les chapitres ici. Il faut absolument maîtriser tout ce qui se trouve ici dans l'orchestration, les boucles d'itération, la mise sur pied d'un plan d'action tel que Claude Code, quand vous développez avec Claude Code, il a été conçu justement dans ce cadre-là, mais pour l'analyse et la compréhension du code. Donc, nous, ce que l'on recherche, in fine, c'est la même chose, mais dans un cadre bien précis. Donc, je vous montre un exemple ici. On va prendre une démarche administrative en France, renouveler une pièce d'identité. Bon, on va prendre celle-ci hein, au hasard, juste pour vous montrer ce que j'étais en train de détailler. Donc, renouveler ma carte d'identité. Donc, l'outil va déjà, dans un premier temps, le LLM travaille derrière pour réfléchir qu'est-ce que l'utilisateur demande. Il comprend ce que l'utilisateur demande, il dessine un plan d'action et après, conformément à ce plan d'action, il va agir. Donc, agir, ça veut dire il va maintenant aller solliciter les différentes bases de données grâce à ces outils qu'il possède pour récupérer les informations nécessaires. Donc ici, il accède aux services publics, aux informations que l'État français nous met à disposition, de la recherche de toutes les informations, des fiches nécessaires pour permettre, voilà, donc chose à préciser, il peut à certains égards me demander un certain nombre d'informations de manière autonome. Donc, quel est votre code, votre commune de résidence? Selon votre commune de résidence, il peut facilement identifier le bon service public, voilà, la mairie à, à solliciter de manière rapide. Donc, on va mettre une ville quelconque, hein, on va prendre Paris, ok? On va faire envoyer. Donc, j'ai apporté une précision complémentaire à ma demande. Il repart dans un cycle de réflexion en prenant en compte justement cette demande que je viens de rajouter. Il produit donc des documents si nécessaires. Tout ceci, il le fait de manière autonome. D'accord? Et ça, c'est vraiment la boucle agentique. Vous êtes dans un cadre où vous avez derrière un système qui donc identifie la ville de Paris, la commune, il va rechercher toutes les informations nécessaires. Je pense que vous voyez très bien, effectivement, comment tout ceci se passe. Donc là, il a presque terminé. Hop, il produit les sources des citations et des liens du service public qui me permettent d'aller effectuer ma démarche en question. Et donc ici, en l'occurrence,
la, le renouvellement de ma carte d'identité. Donc, vous voyez bien que ici, donc, renouveler ma carte d'identité, donc il a terminé sa tâche. Et après chaque plan d'action sous étape effectué, il coche le fait d'avoir validé chaque plan d'action. Et derrière, il y a une vérification qui est effectuée en synthèse ici pour s'assurer qu'il a bel et bien renouvelé, enfin, bel et bien apporté une réponse satisfaisante à l'utilisateur. Donc, il y a l'autocorrection. Ce que je vous ai dit ici, dans cette, boucle LLM plus outils, il y a encore tout un tas de choses que je n'ai pas précisées pour effectivement rendre ceci matérialisable. Mais c'est la base d'abord, par la suite, parce que l'agent intelligent va se servir de son moteur de réflexion du LLM, qui lui va réfléchir du plan d'action de ce qu'il convient de faire. Et maintenant, il va être doté d'outils. D'accord. Les outils, c'est la possibilité d'accéder à des bases de données, à des fichiers sources, à des serveurs à distance. Et donc, tous ces objets-là, on va dire, tous ces environnements extérieurs du monde du LLM vont être, euh, vont être vont permettre justement au LLM d'apporter plus d'informations à l'utilisateur. Et c'est le LLM, le moteur, qui va décider est-ce que j'ai besoin d'informations supplémentaires ou complémentaires par rapport à la demande d'outils. Toute cette boucle-là, effectivement, et après il y a les aspects de sécurité derrière. Bon, ça c'est vraiment quand on a bien terminé le travail après. Donc par exemple ici, on va un peu décortiquer la réponse et vous-même vous allez voir la différence avec un chat GPT. Donc renouveler ma carte d'identité. Le système a compris le raisonnement, ce que l'utilisateur voulait faire. D'accord. Ici c'est en anglais, mais bon, vous pouvez comprendre en tout cas qu'il a compris que l'utilisateur veut renouveler sa pièce d'identité. D'accord. Je vais aller rechercher les informations de ce processus et mettre sur pied un plan. Donc l'utilisateur vit à Paris. Lorsque j'ai rentré Paris, il a pris en compte donc cette information dans sa réflexion. Je vais voilà, chercher la commune de Paris et trouver le service compétent pour, pour le renouvellement de la pièce d'identité et construire le plan d'action. Voilà. Donc ça, c'est le LLM qui le comprend. Le plan d'action a été dressé. Maintenant, l'accès aux informations du service public, ça, ce sont donc des bases de données qui sont intégrées derrière. Alors, base de données vectorielles, hein, d'accord? Tout ce qui est en fait, à partir du moment où vous allez faire appel à des services externes aux environnements qui possèdent de la donnée, d'accord? Donc, il faut bien préciser euh, l'élément clé, donc la data, d'accord? Comment vous faites pour gérer l'accès à vos données, aux données, pardon, ou aux données que votre agent intelligent va devoir utiliser. D'accord. Vous avez ici votre agent intelligent, vous avez ici les données. Il y a un grand écart, un grand espace entre votre agent intelligent et vos données. Et toute la logique maintenant, c'est de rapprocher l'agent intelligent au plus près de la source des données. D'accord. Et bien, effectivement, c'est tout ce travail d'orchestration qui est effectué derrière. Donc, ici, par exemple, vous pouvez voir que les recherches du service public fait une demande de logement social. Donc, enfin, il va fouiller dans tous les fiches du service public pour voir quelle est la demande la plus adéquate par rapport à ma question. Donc, ici, renouveler ma carte d'identité, d'accord? Je, donc là, il me dit, je vais chercher une fiche plus précise sur le renouvellement pour un adulte, d'accord? Renouveler sa pièce d'identité. Là, ici, ensuite, il dit, donc là, carte d'identité d'un mineur, renouvellement en cas de perte, renouvellement de la carte d'identité d'un mineur, passeport, passeport mineur, première demande. Donc ça, c'est toutes les fiches. Je peux cliquer, hein, voilà, il me renvoie vers le service public en question. Donc c'est vraiment sourcé, d'accord. Aujourd'hui, si vous n'avez pas cet agent intelligent, vous allez fouiller cette page sans savoir en fait qu'elle existe. Alors que là, avec l'agent intelligent,
Il permet de retrouver cette page de manière rapide, mais parce que vous souhaitez renouveler votre pièce d'identité, donc vous souhaitez avoir des informations sur votre demande. Donc, il y a même d'autres fiches également qu'il a pu trouver, carte de séjour pour étrangers, retraités, conjoints ou de retraités. Donc bref, vous voyez bien, c'est dans la même logique. Ensuite, donc je peux déplier, hein, d'accord, si je pour plus de lisibilité. Alors donc parfait, donc il a trouvé, j'ai trouvé la fiche. Maintenant, je vais chercher les coordonnées des organismes compétents pour cette démarche. Là, donc pour la ville de Paris, vous êtes en majorité, voilà, et votre carte d'identité doit être renouvelée. Cette démarche est simple et gratuite. Il vous suffit de vous présenter à la mairie ou à un point France Service de votre commune avec les documents requis. D'accord. Avant d'aller plus loin, j'ai besoin de connaître votre ville pour identifier le guichet, etc. Bon, bref. Et après, la démarche, la voici. Donc, renouveler votre carte d'identité. Je peux cliquer là. OK. Je vois ce dont il me faut pour renouveler ma pièce d'identité. Rendez-vous à la mairie de votre arrondissement ou dans n'importe quelle mairie parisienne, parce que j'ai apporté l'information. Et les documents requis, la pièce d'identité actuelle, l'ancienne, une photo d'identité de moins de 6 mois, conforme aux normes, un justificatif de domicile de moins de 1 an, 6 cartes périmées depuis plus de 5 ans et de passeport, etc., etc. Voilà, récapitulatif de pré-demande, puisqu'il y a une pré-demande à faire en ligne. Et je peux cliquer là avec un lien ouvrir le service en question. D'accord. Au renouvellement de la carte d'identité d'un majeur. Tout ceci, d'accord, se fait. Donc ça, c'est, vous voyez, à chaque étape, donc dans la démarche, il me propose le plan d'action et les sources en question et même le lien pour, donc le lien pour la ville de Paris qui est bon, visiblement, la page ici n'existe plus. Mais il est capable d'aller chercher cette page-là concernant la ville de Paris ou la ville que vous aurez entrée. Et par la suite, maintenant, il me donne un élément encore beaucoup plus essentiel. Réserver un rendez-vous en ligne. D'accord. De nombreuses mairies parisiennes n'acceptent plus les dépôts sans rendez-vous préalable. Et je peux aller sur le site en TS, voilà, qui est très connu, pour renouveler son titre de séjour ou sa carte d'identité. D'accord. C'est vraiment dans ce sens-là que tout est vraiment fait. Et donc, vous voyez bien que tout ceci pour que ce soit clair, propre, nickel, il faut énormément de compréhension de ce qui se passe dans la boucle agentique. C'est pourquoi tout ce que vous voyez ici là, qu'est-ce que donc j'arrive hein, donc le tool calling, j'en suis ici à cette étape là pour vous dire en fait que le modèle, l'agent intelligent dans sa relation en interne entre le LLM que vous allez utiliser, donc le LLM, donc le modèle propriétaire, hein, donc c'est du Mistral, du Claude. Alors, côté anthropique, c'est Claude Opus, par exemple, qui est le dernier modèle, il me semble. En tout cas, Fable 5 a été interdit pour l'instant par le gouvernement américain. Vous pouvez utiliser Sonnet également. Et IQ pour un modèle léger. Ou sinon, côté OpenAI, vous avez d'autres modèles également. Enfin bref, donc ça c'est votre modèle propriétaire que vous allez utiliser. Ce modèle propriétaire, vous allez l'orchestrer en faisant en sorte qu'il puisse comprendre les outils qu'il a à sa disposition pour les appeler de manière efficace et de manière cohérente. Voilà, par rapport à la question de l'utilisateur. Ça, c'est le tool calling. Maintenant, derrière, dans le tool calling, par la suite, donc, un agent intelligent est différent d'un chatbot. Donc, c'est déjà la distinction claire et nette. C'est l'agent intelligent, vous avez vu, à un certain moment donné, pour réaliser cette tâche, il peut demander, solliciter l'utilisateur d'apporter encore plus d'informations. Il y a d'autres principes universels. Donc, moi, j'en ai répertorié 10 principes universels pour vous permettre de mettre sur pied un agent intelligent. Et ces principes-là fonctionnent toujours, quel que soit le projet. C'est ce que j'appelle les invariants de tout projet autour de l'IA. Même si vous utilisez Claude Code, Codex et tout le reste. Donc, je vais vous montrer un exemple en tant qu'invariant.
Vous allez avoir ici, par exemple, comment je fais pour appeler, donc utiliser le cœur que propose le modèle propriétaire. Donc côté entropie, côté Mistral, côté DeepSeek, par exemple. L'itération, conversation, itération, ok, entre le modèle et l'utilisateur. La partie computationnelle, comment je fais pour améliorer les outils. Il y a un temps en fait d'amélioration qu'il faut vraiment y prêter attention. Derrière, ce que vous ne voyez pas sur les architectures cloud que OpenAI ou Anthropic utilisent, c'est que ils ont une maturité de cloud en fait très 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 phénoménale et très très efficace par rapport à l'ensemble des autres géants du marché. C'est aussi pourquoi au quotidien ils sont financés à hauteur des milliards de dollars pour construire des data centers pour que la requête de l'utilisateur soit mieux traitée à une vitesse éclair très rapide. Demain, avec l'arrivée de l'informatique quantique, il va y encore avoir des sauts qualitatifs vraiment énormes à ce niveau-là. Donc, on est dans cette course, en fait, de mettre sur pied de rajouter une puissance de calcul au service de la data, au service du traitement de la data. Les événements typés, d'accord? Comment vous décomposez la requête de l'utilisateur pour que le SDK, donc toute la partie plomberie du modèle propriétaire, puisse connecter rapidement ce que vous souhaitez comme demande. Mais maîtriser ce qu'on appelle la préservation d'un tout à l'autre. Et alors, il y a un gros souci ici. Si vous avez essayé de mettre sur pied un agent intelligent, vous allez constater ce problème. Voici l'espace de, donc on va dire l'espace feed en fait de conversation d'un utilisateur. L'utilisateur pose sa question ici, d'accord? Le LLM répond pour donc la première itération. Voici la question de l'utilisateur en blanc. Et ici, voici la réponse de l'assistant ou de l'agent intelligent. L'utilisateur repart pour un second tour, d'accord? Il repose une question par la suite. L'agent intelligent, évidemment, vous avez bien compris, répond encore là, et ainsi de suite. Ça, il y a plusieurs problèmes ici sur la gestion de ce feed. Si vous avez essayé de mettre sur pied un agent intelligent, vous allez constater déjà que pour les plus débutants, il faut bien comprendre que les agents intelligents ne fonctionnent pas, enfin, je vais repréciser, même si ça semble peut-être très idiot, évidemment. Une IA ne pense pas comme un humain. Ce sont des algorithmes, en fait, ce que j'appelle les algorithmes de pensée entre guillemets, qui calculent des probabilités, des statistiques. Et justement, la raison pour laquelle il faut revenir à la définition de ce qu'on appelle un LLM. Un LLM, c'est quoi? Donc, un grand modèle de langage, tout simplement un système capable de prédire avec une précision beaucoup plus élevée, beaucoup plus fiable, un mot ou le prochain mot dans une séquence de mots, ce qu'on va appeler une séquence de mots, une phrase cohérente, par exemple, en langage naturel. Et justement, pour la machine, pour qu'on arrive à ce niveau de détail de prédiction d'un mot ou d'un prochain mot dans une séquence de mots, nous, on va travailler, donc les ingénieurs IA, on va travailler sur ce que l'on appelle les tokens, pas des processus de tokenisation. Donc, on va décomposer ce que l'on appelle les mots en français dans le langage naturel de l'utilisateur, en français, en anglais, etc. Pas des sous-mots tokens ou des mots clairement identifiés. Mais le problème, justement, donc je reviens ici. Alors, j'apportais cette précision parce que vous allez comprendre maintenant l'importance. C'est-à-dire que un humain, si j'ai une conversation, quand j'ai une conversation avec un humain, donc je lui pose une question, il me répond, je repose une autre seconde question, il me répond, mais quand on a une conversation sur un même sujet, bah, il fait le lien rapidement entre la première question posée et la seconde question que je pose. Donc quand il me répond ici, là, alors normalement je devrais mettre
On va mettre ici, alors, donc ici, supposons que je mets un trait, d'accord? L'agent intelligent répond ici avec un trait. Et moi, ici, je vais mettre trois traits comme ça. Pour faire la distinction entre le lien entre la seconde réponse de l'agent intelligent et sa première réponse. C'est-à-dire que pour un humain, c'est facile de faire rapidement cette liaison. Alors, à partir du moment où cet humain est cohérent, évidemment. Voilà. Et pour l'agent intelligent, c'est tout un travail titanesque pour passer de là à là. Avec juste deux conversations qui viennent d'être effectuées, pour passer de là à là, c'est déjà un challenge énorme. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'agent intelligent ne doit pas oublier ce que l'on appelle le, le contexte management entre votre première question et la seconde question. D'accord? C'est un gros challenge. Et par conséquent, ce faisant, vous devez lui donner cette capacité de pouvoir maintenir ce contexte management, donc cette gestion de contexte en fait, donc la gestion du contexte, c'est ce qu'on appelle le fait de pouvoir gérer la conversation de bout en bout pour rester cohérent. Donc lorsque l'agent intelligent me répond ici sur une seconde itération, bah, qu'il puisse faire le lien avec, par exemple, une question qui a déjà été posée ou bien qui a déjà été, euh, sur laquelle on a déjà apporté un certain nombre d'informations précédemment. Donc, et ce qui est normal, justement, en toute logique dans la société, vous ne voulez pas discuter avec quelqu'un qui vous répète les mêmes choses sur toutes les questions. Donc, vous voyez, pour nous humains, ça nous semble logique. Mais pour ces outils-là, ces agents intelligents, c'est c'est une tâche qui n'est pas assez facile. Et c'est parce que justement, il faut maîtriser toutes les compétences que je vous présente ici sur les invariants, donc tout ce qui est, euh, tout ce que vous allez retrouver dans la mise sur pied d'un agent intelligent, c'est pour effectivement avoir cet état de réflexion d'un agent intelligent très avancé. Si je vous dis déjà que entre cette première étape et cette seconde étape, il y a un gros challenge, vous imaginez bien que pour des conversations de plus de 100 ou même de plus de 1000, hein, de plus de 1000 questions posées par l'utilisateur, d'accord? Donc ainsi de suite, etc. Il devient très compliqué encore, d'autant plus de garder pour l'agent intelligent une cohérence dans son esprit, dans sa manière de penser. Parce que à un moment donné ici, donc tout au fond de la pile de conversation, l'agent intelligent commence déjà à perdre de la mémoire. D'accord? La gestion de la mémoire. Quand on parle dans le contexte management, de gérer le contexte, effectivement, derrière, ce que cela implique, c'est que vous allez devoir gérer la mémoire de votre agent intelligent. Bien sûr que hein, le modèle propriétaire vient avec ses paramètres, propose des techniques de gestion de mémoire, mais toujours est-il que c'est à vous, en tant qu'ingénieur IA, en tant qu'expert, de bien gérer cela et de bien orchestrer tous ces éléments et ces ensembles. On verra cela plus tard avec, lorsque j'entrerai au fur et à mesure dans toutes les notions. Donc, le prompt caching, la gestion du contexte, de la fenêtre de contexte, parce que là, ici, vous voyez bien que donc, tous les modèles propriétaires viennent avec une limite de gestion du contexte. Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, j'aime bien le répéter. Donc, ça veut dire que en termes de gestion de mémoire, il y a une limite pour la mémoire du modèle propriétaire. Donc, toute la question est de savoir ne pas atteindre cette limite-là. Et si je n'atteins pas cette limite, mais comment je fais pour que je maintienne l'état de conversation de l'utilisateur ou de tout l'ensemble de mes utilisateurs. Donc, déjà, pour un utilisateur, c'est pas facile, mais si on a des millions et des milliards d'utilisateurs, que c'est le cas, par exemple, avec un ChatGPT ou quasiment en une semaine, ChatGPT a eu plus de 100 millions. Non, qu'est-ce que je dis d'ailleurs? Ouais, c'était même plus que ça. Oui, de plus de 100 millions de users. Voilà, à travers le monde.
Donc, c'est un travail énorme, en fait, pour maintenir un agent intelligent, donc un LLM pour le cas de ChatGPT à l'époque, de faire en sorte que chaque utilisateur puisse se dire que mon agent intelligent, dans ma capacité d'utiliser mon IA au quotidien, j'ai un état de conversation qui est cohérent. Et justement, dans, dans ce maintien d'état de conversation, vous allez avoir forcément le problème des hallucinations. Donc déjà, chaque modèle propriétaire vient avec son niveau ou son degré d'hallucination. D'où pourquoi, au fur et à mesure, on continue d'améliorer ces systèmes-là. Mais c'est aussi à vous de ne pas en rajouter. Parce que plus une architecture va être complexe et ou bien mal designée dès le départ, vous allez rajouter encore d'autant plus dégrader le niveau, le degré d'hallucination que le modèle, euh, enfin, qui se trouve dans le modèle dès le départ. Donc toute la question, c'est de pouvoir. Alors, hallucination, c'est lorsque l'IA vous donne une réponse fausse, enfin, qui est vraisemblable, mais qui est fausse, tout à fait. D'accord? Ça vous donne l'air vraiment d'avoir répondu à votre question en donnant des sources de réponses qui ne sont pas vraiment des sources en relation avec votre réponse, avec votre question. Et cela se produit pourquoi? Entre autres, parce que dans l'entraînement du réseau de neurones, faut pas, enfin, il faut revenir au fait que ici, dans un réseau de neurones très très gigantesque, ok, forcément pour la prédiction de la valeur de sortie entre les entrées, d'accord, et la prédiction de la valeur ou des valeurs en sortie, ce sont des calculs intensifs qui sont effectués sur les poids des neurones artificiels, d'accord? Et bah, ces poids-là sont réglés avec des méthodes de mathématiques d'optimisation de fonctions, de dérivés, enfin oui, de dérivés partiels, effectivement, de calcul de gradient. Mais forcément, dans ces calculs-là, puisqu'on a un réseau énormément gigantesque, vous bougez une valeur ici, donc voilà, si vous bougez cette valeur, bah vous impactez l'ensemble de toutes les valeurs du modèle. Donc imaginez maintenant régler tous ces paramètres-là pour que tout soit parfait. C'est pas possible. D'accord? On ne peut que réduire au fur et à mesure l'écart entre la valeur de sortie, d'accord? Donc la fonction qui va calculer la valeur de sortie et les valeurs prédites en fait. Voilà. D'accord? On ne peut que réduire cet écart si on a des paramètres qui sont assez grands. D'accord? Mais il y aura toujours un petit, une petite valeur d'écart non négligeable quand même. Donc, c'est ce qui va toujours causer le fait que les hallucinations, on ne pourra jamais les éradiquer. Je disais ça pourquoi? Parce que c'est très important de comprendre que la sélection, le choix de votre modèle propriétaire doit être également aussi choisi. Donc ça fait partie des critères lorsque l'on souhaite choisir entre un modèle côté OpenAI, côté Anthropic, côté Mistral, côté DeepSeek, etc. On choisit déjà un modèle par rapport au fait que je souhaite avoir moins d'hallucinations. Maintenant, c'est pas la seule chose. Il y a derrière aussi également le vocabulaire, la performance, etc., etc. Donc, tous ces éléments-là, ce sont les connaissances et les compétences qu'il vous faut si vous souhaitez arriver à mettre sur pied des architectures complètes. Comment travailler avec Claude Code? D'accord? Beaucoup parlent de Claude Code, mais sans comprendre ce que c'est que Claude Code en fait. D'accord? Je dirais, c'est une formation à part. C'est une compétence à acquérir à côté. Mais c'est comme votre véhicule qui va vous permettre d'accélérer. Mais ce n'est pas Claude Code qui va décider de là où vous voulez arriver. C'est à vous de diriger Claude Code pour y arriver à votre destination. Et bah, pour y arriver à votre destination, il faut comprendre ce que c'est que Claude Code en fait.
Comment, par exemple, je peux rajouter des fichiers, comment structurer déjà mon arborescence. OK, ça, c'est déjà, vous voyez bien là, l'agent intelligent, le projet est ici. Comment je fais pour structurer mon arborescence. OK, là, de manière efficace, propre. OK, les fichiers de recherche sous-jacents que je pourrais donner à mon interface de développement. Donc ça, c'est VS Code, mais Claude Code ici va se servir de son implémentation, de sa relation avec mon écosystème pour interagir avec mes fichiers. Et Claude Code, maintenant, sur le terminal, comment je fais pour demander un certain nombre d'informations, la manière dont je prompte, en fait, pour y arriver. Et si je souhaite passer sur l'étape du terminal, qu'est-ce que je devrais préciser pour avoir une efficacité rapide. OK? Tous ces aspects-là, c'est un chantier à part de compréhension et de connaissance de comment Claude Code. Si vous voulez vraiment comprendre comment Claude Code fonctionne, je l'ai résumé ici, bien sûr, dans ce skills. Qu'est-ce que Claude Code? Comment je mets à jour mes fichiers? Comment l'installer? L'installation, c'est très facile. Comment il fonctionne? Claude Code fonctionne avec 4 éléments: le contexte, le plan, l'exécution et la relecture et validation. D'accord? Ce sont ces 4 éléments que vous devrez comprendre. À chaque fois que je souhaite réaliser une tâche avec Claude Code, je dois préciser mon contexte, donc apporter plus d'informations et vous allez avoir le plan qui va proposer. L'exécution par petites étapes. Lorsque Claude Code effectue des étapes, des commandes de grep, d'exécution, de modification du fichier ou de création, bah, tout ceci, c'est ici dans l'exécution. Donc, un fichier, une couche à la fois. Et après, lui-même, il fait de la relecture parce qu'il a été codé dans ce sens en tant qu'agent intelligent pour maîtriser, pour s'assurer que ce que j'ai demandé soit vrai. Donc, le contexte, par exemple, ici, donc contexte, plan, exécution, relecture. D'accord? Et dans le contexte, il faut toujours, en fait, euh, proposer apporter beaucoup plus de contexte, d'accord, pour être plus précis, pour que l'agent intelligent puisse mieux comprendre ce qu'il doit faire de votre demande, d'accord. Sur la relecture également, vous devrez lire vos fichiers. Bon, moi, je ne vais pas cliquer sur mes fichiers, je ne vais pas tout vous montrer non plus parce que, enfin, sur mon projet ici, voilà. Mais je vous montre simplement comment l'arborescence est constituée, d'accord. Pour le reste, c'est secret défense. Le reste, ici, voilà, le niveau back-end, vous voyez bien. Le back-end, vous voyez bien comment c'est assez dense en fait. D'accord. C'est vraiment le minimum ici que je peux vous montrer. Hein, d'accord. Également, donc, je reviens ici. Donc, je disais que Cloud Code, c'est tout un écosystème sur lequel il va falloir bien maîtriser et travailler pour y arriver. D'accord. Et par la suite, il y a la manière dont le registre des outils est géré, l'orchestrateur, d'accord? Comment je fais pour orchestrer tout ce système dans dans un, dans une architecture en général. Vous allez travailler avec plusieurs modèles euh, LLM, d'accord? Dans votre architecture. Donc, par exemple, si vous décidez d'aller côté anthropique, il vaut mieux avoir un minima 2 modèles que vous utilisez. Donc, ça peut être Opus ou Sonnet. D'accord. La différence, c'est quoi? Pour des tâches beaucoup plus intensives, beaucoup plus gourmandes, Opus est capable d'aller rechercher les informations les plus précises, mais également, bien sûr, ça consomme énormément de tokens. Donc, votre gestion également de tokens va être quelque chose au cœur de votre activité. Les tokens aujourd'hui, c'est la nouvelle valeur du marché en fait. Voilà, tout le monde court après les tokens. Donc il va falloir bien maîtriser cette partie pour ne pas cramer rapidement votre budget en production.
Et donc, je disais utiliser un minima de LLM. Pourquoi? Parce qu'en fonction des demandes d'utilisateurs, certaines questions difficiles nécessitent justement de faire appel à des modèles beaucoup plus puissants et des questions un peu plus légères ou rapidement faciles. Vous pouvez prendre des modèles beaucoup plus bas, IQ par exemple, ok, par rapport Opus en particulier. D'accord? Donc, et c'est l'orchestrateur qui va décider de quel modèle je sollicite pour répondre à la question du utilisateur. C'est dans ce sens en fait. L'idée étant de minimiser le coût des tokens que je consomme. Voilà. Parce que vous êtes facturé à ce niveau-là auprès des géants américains et français, enfin, Mistral par exemple. Je pense que je vais m'arrêter là et j'ai assez dit, mais je ne suis pas entré vraiment. Donc ça prend. Il y a encore beaucoup de choses à dire évidemment, parce que j'ai listé 24 notions clés pour vous permettre de maîtriser la, la mise sur pied des agents intelligents. Je vous parle ici réellement de concevoir des agents intelligents qui vraiment apportent de la valeur ajoutée, ok, et qui vous permettent de disrupter par exemple une entreprise dans votre secteur d'activité. Et ce niveau-là, ça nécessite un niveau d'ingénieur IA. C'est vraiment la capacité de... C'est pas uniquement j'utilise ChatGPT au quotidien, non. Vous avez bien vu que là, on construit en fait autour, bien sûr, du moteur qui se trouve derrière un ChatGPT. D'accord? Ou d'un Claude, etc. Vous aurez bien compris. C'est surtout cet aspect-là pour apporter de la valeur, effectivement. Et comment y arriver, comment comprendre la subtilité de tout ce qui se cache derrière ces outils-là. D'accord? Lorsque Claude Code ou Claude.ai me répond, comment il fait pour répondre à ma question, pour y arriver? C'est vraiment de l'ingénierie pure et dure, mais ça se conçoit facilement lorsqu'on a un plan bien détaillé avec les notions clés telles que vous pouvez voir ici. Même si pour certains, ça ne vous dit peut-être pas grand-chose pour l'instant, mais dans la prochaine formation, je précise bien que je vais devoir mettre sur pied parce que je pense qu'il y a lieu de proposer ce service-là. Je vais vous montrer et entrer plus en profondeur sur exactement l'importance clé de chaque notion et de chaque compétence à avoir. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous remercie de vous abonner, liker et partager massivement et de mettre en commentaire éventuellement ce que voilà, vous avez compris de cette formation et ce que vous souhaiterez voir pour l'avenir. Merci les amis, je vous dis à la prochaine et au revoir.